L'IRSEC, c'est l'Institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création. Ce qui signifie que dès lors que vous avez des revenus d'auteur, vous êtes obligé de cotiser à un ou plusieurs des régimes de cette caisse. Et lorsqu'il s'agit du RAP, vous cotisez dès lors que votre assiette sociale atteint 9 513 euros pour 2023. Donc, les artistes auteurs doivent cotiser à l'un des trois régimes de l'IRSEC, donc qui sont le RAP pour tout le monde, le RACD pour en plus les auteurs dramaturges et le RACL pour en plus les auteurs musique, doublage, sous-titrage. Et donc, ce qui va nous réunir aujourd'hui, c'est un certain nombre de dossiers qui remontent aux organisations professionnelles, donc des histoires de demandes de remboursement, des mises en demeure de payer, des huissiers qui débarquent avec la délicatesse qu'on leur connaît tous quand un huissier vient frapper à votre porte. Donc aujourd'hui, on va parler de recouvrement amiable et contentieux, mais aussi de l'option 4% qui est ouverte à certains auteurs, de l'aide pandémie qui suscite aussi quelques remous en ce moment, et de la pétition initiée par la Ligue des auteurs professionnels. Alors, la Ligue des auteurs professionnels a malheureusement décliné notre invitation à participer à cet échange, mais on remercie tous ceux qui ont accepté. Victor Galvao, qui est directeur de l'IRSEC, Hélène Courtois, qui est administratrice de l'IRSEC. Je crois qu'on a dans le coin Pascal Fabre, qui représente les auteurs de la SCAM, Société civile des auteurs multimédia. On va avoir la SGDL, la Société des gens de lettres, en principe, l'Union des photographes professionnels et la Maison de poésie. Et puis, merci surtout à Pierrick Starsky. Pierrick, je crois que vous êtes scénariste de bande dessinée. Entre autres, oui. J'écris de tout ce qui peut s'écrire. Et donc, début octobre 2022, vous recevez en recommandé une mise en demeure et c'est votre premier contact avec l'IRSEC. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe à partir de ce moment-là? Alors, oui. Donc, début octobre, je reçois ce recommandé avec une mise en demeure et des majorations. En fait, c'est une mise en demeure pour l'année 2020. À partir de là, je contacte l'IRSEC et on m'explique. Alors, je ne sais plus si je contacte l'IRSEC ou si je vois ça dans le courrier. Je crois que je vois ça dans le courrier, que je peux ouvrir un compte personnel. Donc, j'y vais et je me rends compte qu'en plus de cette année 2020, il y a une autre année qui est impayée, l'année 2019. Donc, je découvre tout ça. Il faut savoir que j'ai débuté mon activité d'auteur, en tout cas, mes rémunérations en droit d'auteur dans cette période-là, 2018-2019, c'est-à-dire que j'ai été également rémunéré pour un travail de directeur de collection au moment où on pouvait encore... bon, il y a une période où on ne pouvait plus être payé en droit d'auteur, on peut à nouveau... voilà. C'était je découvrais le statut d'auteur à ce moment-là. Je n'ai pas pris connaissance, je n'ai pas eu connaissance des cotisations URSEC à cette période, puis on s'est retrouvé dans la période Covid. Ça a été une période compliquée. L'après-Covid, les choses reprennent doucement. Et là, donc, je reçois début octobre ce recommandé. Moi, ce qui m'interroge à ce moment-là, c'est la majoration. Premièrement, parce que c'est mon premier contact avec l'IRSEC. Et à partir de là, je me renseigne. Moi, mon objectif n'est pas de me défausser. À partir du moment où je prends connaissance de ces cotisations, je compte les payer. Je prends contact avec le SNAC, avec Monsieur de Rangervais, et je réponds par recommandé à l'IRSEC en demandant d'une, s'il était possible, rétroactivement de redescendre à 4% de cotisation, parce que c'est un moment,
parce que j'ai pas l'argent en banque. Et, et par ailleurs, ce qu'il en est de la part Sophia. Et je reçois un message qui me dit que mon dossier va passer en commission mi-décembre, le 13 décembre de mémoire, le 16 décembre, et que sans réponse sous 3 mois, il faudrait considérer que mes demandes sont refusées. Voilà, que j'avais 3 mois devant moi pour attendre une réponse. Entre-temps, je l'appelle à cotisation de l'année en cours qui tombe, que je paye. Et mon contact suivant n'est pas avec l'IRSEC, mais directement avec un huissier, donc qui me dit, avant de savoir par le biais de l'IRSEC que la demande a été invalidée, la demande pour les 4% rétroactifs, donc je parle des 4-8%. Hein. Donc après, j'ai quelqu'un au téléphone qui m'explique que et dans le courrier également, qu'il n'y a aucune rétroaction possible sur cette demande. Donc on ne peut la formuler que l'année en cours. Du coup, la demande Sophia, je n'ai pas de réponse. Et j'apprends que tout ça a été refusé par l'huissier, puisque j'ai une lettre d'huissier, pas par recommandé pour le coup, qui me dit que je dois payer vite et qu'en plus des majorations, j'ai des frais de justice qui se sont rajoutés. Donc voilà, là c'est un peu la douche froide parce que j'avais ces 3 mois devant moi. Il m'était dit que j'avais 3 mois avant d'avoir une réponse avant la fin des 3 mois, huissier, frais de justice qui se sont rajoutés. Et par ailleurs, je n'ai pas la réponse pour la Sophia. Je vous fais la version rapide, hein, parce qu'il y a eu quelques échanges quand même entre-temps. Et donc, après avoir reçu ce courrier de l'huissier, je refais une demande à l'IRSEC concernant les droits Sophia, en envoyant tous les justificatifs des années concernées, stipulant que j'y ai droit, sachant qu'à ce moment-là, je ne sais pas si la part Sophia peut être prise en compte rétroactivement. Et donc, entre-temps, je reçois un message du SNAC qui me dit qu'il doit y avoir une discussion avec notamment des gens d'IRSEC. Et puis quelques jours après, que les poursuites sont suspendues en attendant la réponse de ma demande pour les droits Sophia. Voilà, juste là, j'ai fait une version vraiment accélérée. Ouais. Mais j'ai rédigé un historique presque jour par jour qui est assez complet, qui dénote l'aspect kafkaïen des échanges, puisqu'entre ce qui m'est dit un jour et ce qui m'est dit le lendemain, et bon bref, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une période de gros stress pour moi. C'est pas anodin dans la vie d'un auteur. Déjà qu'il est compliqué de joindre les deux bouts. Je vis seul avec mon fils et cette histoire a carrément eu des impacts sur ma santé, sur mon sommeil, sur beaucoup de choses. C'est pas anodin et je sais que je suis pas le seul concerné. J'insiste sur une chose, c'est que à aucun moment je ne suis dans l'optique de me défausser, de ne pas payer, que je n'essaie pas de gagner du temps, j'essaie de trouver des solutions pour payer, voir ce qui est possible. Et voilà. Moi, Pierrick, petite question, Pierrick. Est-ce qu'à ce stade, on vous a proposé, l'huissier vous a proposé de formuler une demande d'échelonnement ou pas du tout? Alors, j'ai envoyé un mail assez vite pour faire cette demande. J'ai jamais eu de réponse. J'ai fini par avoir quelqu'un au téléphone
Et le cabinet m'a dit que c'était un cabinet à Aix qui m'a dit non, mais nous, on est juste intermédiaire. Donc, appelez l'huissier à Paris. Moi, j'ai bêtement envoyé des messages à l'huissier qui est en première page du courrier. Donc, j'ai renvoyé un mail à Paris sans réponse. Et puis, entre-temps, il y a eu ce message du SNAC qui me disait, pour l'instant, la procédure est, comment Attente de la décision de Sophie. voilà. Donc, j'ai demandé à l'huissier s'il validait cette information. Et sa réponse a été, il m'a pas dit oui, il m'a pas dit non. En gros, c'est, je ne sais plus comment c'est formulé, mais je prends en compte votre demande et je mets la procédure en pause et contacte l'IRSEC. Ouais. Et alors, quand on vous écoute, alors vous nous la faites en accéléré, mais on mesure comme c'est compliqué. Vous avez déjà évoqué un certain nombre de règles que les auteurs ne connaissent pas forcément. Ils ne savent pas forcément, en effet, qu'à partir d'un certain seuil, qui cette année est de 9 500 € de droits d'auteur à peu près, à partir de ce seuil-là, ils sont obligés de cotiser à l'IRSEC. Mais en effet, alors parfois, ils ont fait leur déclaration à l'URSSAF, mais comme la déclaration à l'IRSEC, c'est encore autre chose, pour peu que les adresses ne soient pas bien renseignées, tout à coup, ils vont recevoir un avis d'huissier qui est effectivement très intimidant, très violent, surtout quand, de toute bonne foi, on n'a rien fait, quoi. Et dans ce que vous avez dit, il y a peut-être 2 points que je vais clarifier pour les auteurs qui nous écouteraient. Vous avez parlé des 4%. En fait, depuis la réforme qui date de quelques années, les auteurs, on doit payer 8% pour la retraite complémentaire. Il y a une mesure qui fait que quand on est au-dessous d'un certain montant de revenus, qui est d'à peu près 27 000 €, quand on est au-dessous de 27 000 € par an, le taux, on peut opter pour payer 4%. Mais pour avoir ces 4%, il faut cocher la case avant le 30 novembre. Sauf que, évidemment, comme vous n'étiez pas inscrit et puis vous n'aviez aucune idée de l'argent que vous deviez, vous n'avez pas pu cocher la case. Oui, en plus, les années concernées, c'est vraiment, si j'ai bien compris, le passage de l'AGSA à l'URSSAF Limousin. Oui. Donc voilà, moi, déjà j'ai fait le nécessaire avec ce nouveau statut pour moi d'artiste-auteur pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionnait avec l'URSSAF Limousin. Donc j'aurais pu avoir connaissance de ces cotisations de l'IRSEC, mais ça n'a pas été le cas. J'étais déjà noyé par une foule d'informations complexes. Il y a plusieurs couches de complexité. Oui. Et ce qui ajoute encore à la complexité, c'est que vous êtes auteur du livre. Et si plus de la moitié de vos revenus d'auteur sont dans le livre, en plus, vous avez droit à une autre réduction parce que la SOFIA prend en charge 2%. La SOFIA, c'est la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit. C'est un organisme de gestion collective. Mais il se trouve que la SOFIA, pendant un moment, elle a suspendu cette aide parce que le nombre d'auteurs du livre a beaucoup augmenté, donc il fallait qu'elle voie dans quelle mesure ça continue à être possible. Et troisième complexité, quand le SNAC vous conseille de faire le recours à la commission de recours amiable, donc pour demander l'application de l'option et puis éventuellement la suppression des frais, vous ne savez pas que ce n'est pas suspensif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous faites cette demande de recours que ça suspend le reste. C'est-à-dire que l'huissier, il est en train d'arriver, quoi. Donc, vous ayant fait ce recours, vous pensez que tout est suspendu, puis que vous allez pouvoir respirer, mais boum, il y a l'huissier qui arrive. Et donc, tout ça, c'est l'application de règles. Et ce qu'il faudrait qu'on fasse ensemble, c'est qu'on trouve un moyen pour que vous soyez mieux informés et que ça circule mieux, quoi. Donc, du coup, je ne sais pas, peut-être, Victor, est-ce que vous voulez commenter ce dossier? Bien sûr. Bonjour Monsieur Starsky. Il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Effectivement, je comprends qu'en termes de communication, ce soit pas évident de s'y retrouver. Si juridiquement, chaque étape est parfaitement établie, c'est vrai que concrètement, quand on se retrouve avec une mise en demeure, puis un huissier, on soit un petit peu égaré.
pour répondre aux différents points. Quand un auteur, donc en l'occurrence auteur du livre, perçoit des droits d'auteur, nous, on ne le sait pas. On n'a aucun moyen de savoir que vous percevez une rémunération. C'est le cas de tous les indépendants, c'est pas uniquement les personnes rémunérées en droits d'auteur. C'est le cas d'un avocat qui va recevoir des honoraires, c'est l'artiste qui va être rémunéré en droits d'auteur, c'est un indépendant qui va faire une facture. Enfin, c'est le cas de toutes les professions indépendantes et libérales. Du coup, il y a 2 choses. La première, c'est la réglementation dit que c'est à l'auteur de faire ses déclarations sociales auprès de ces différents organismes. On pourrait s'arrêter là, et considérer que c'est à l'auteur de faire sa déclaration sociale auprès de l'IRSEC, mais on sait que concrètement, quand vous commencez votre activité, vous ne savez pas que l'on existe, vous ne connaissez pas l'intégralité de vos obligations, déclaratives, aussi bien sociales que fiscales. Et c'est pour ça que plutôt que se cacher derrière, «Nul n'est censé ignorer la loi», ce serait facile et ce serait pas très judicieux. On se met en relation avec, d'autres organismes qui possèdent de l'information concernant non seulement votre identité, mais aussi votre assiette sociale. Donc l'assiette sociale, ce sont en gros vos rémunérations. Donc, Donc URSSAF les Limousin, j'imagine. donc, jusqu'en 2019, c'était AGESA, Maison des artistes, et puis depuis 2019, c'est effectivement l'URSSAF du Limousin qui nous communique les différentes informations. Parmi les informations qui nous sont communiquées, il arrive que il y ait une information qui soit… Sous quel délai l'URSSAF vous communique les informations? Les délais, Oui. ils nous communiquent l'information une fois par an en fin d'année. C'est entre septembre et octobre en Ça veut fonction dire qu'au des titre années. de l'année précédente, Au titre de l'année précédente. vous L'assiette avez les sociale pour l'année informations en fin 2020, d'année suivante. voilà, ce qu'on appelle l'assiette sociale, c'est donc la base qui sert à calculer la cotisation d'une année. Donc là, on est en 2023. L'assiette sociale 2023 prend en compte toutes les rémunérations de droits d'auteur et assimilées de l'année 2022. On fonctionne toujours avec une année de décalage. Ça veut donc dire pratiquement que matériellement, compte tenu du délai de transmission, les auteurs qui seraient identifiés grâce à ça, parce qu'après, il faut que vous les avertissiez qu'éventuellement vous avez identifié quelque chose, ils sont matériellement dans l'incapacité de pouvoir faire l'option pour le 4% quand leurs revenus sont inférieurs à 26 000 euros. L'URSSAF du Limousin nous transmet les informations en septembre-octobre. On envoie un appel de cotisation en octobre. Ils ont donc 1 à 2 mois pour faire une demande d'option. C'est le 30 Moi, novembre, hein, le délai. je voudrais préciser, moi, je n'ai jamais reçu. Oui, j'y viens, Monsieur Voilà, Starkey, tout moi, à j'ai fait. reçu 3 ans après. Oui, oui, J'ai pris connaissance de l'existence de l'IRSEC ouais. comme ça. Du coup, Et tout de suite, le premier courrier que j'ai reçu étant un recommandé avec majoration. Je n'ai pas. Maintenant, je sais qu'il existe une lettre de relance en courrier simple. Et puis, voilà. voilà, sauf que Du coup, ce n'est on pas. fait par rapport aux informations dont on dispose, on envoie le courrier. Le courrier, pour ce qui vous concerne, nous est revenu en non distribué, puisque forcément, vous n'étiez pas à cette adresse. Donc, vous recevez un appel de cotisation en fin d'année. Là, vous avez jusqu'au 30 novembre pour faire vos demandes d'options, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça peu importe, mais bon, c'est jusqu'au 30 novembre. Quand vous n'avez pas payé votre cotisation, il y a un courrier de relance qui est envoyé. Et après la relance, c'est un courrier de mise en demeure de payer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, une majoration de 5% qui s'applique. C'est statutaire, voilà, c'est la réglementation qui nous impose cette majoration de retard. L'IRSEC s'est mis en position depuis quelques années de faire en sorte que les auteurs reçoivent au moins un courrier avant d'avoir un courrier d'huissier. Pour ce qui vous concerne, c'est donc la mise en demeure qui vous a été adressée à la bonne adresse. Ce qui s'est passé de façon très concrète, le courrier de mise en demeure nous est revenu en non distribué. On a fait une recherche d'adresse dans les fichiers dont on dispose et on a trouvé une autre adresse et on a tenté l'autre adresse.
Et il se trouve que c'était la bonne. Des fois, nous n'avons aucune adresse avec laquelle communiquer avec nos artistes-auteurs. Mais là, pour ce qui vous concerne, vous avez donc pu recevoir cette mise en demeure. Il y a effectivement pas mal de temps qui s'est passé pour des raisons de pandémie et autres. Enfin, là, effectivement, enfin, il y a du temps qui s'est passé. C'est voilà. Quand vous recevez cette mise en demeure, Bessora l'a dit, tout à l'heure, ça ne suspend pas les délais de recouvrement. Néanmoins, dans la mesure où vous aviez saisi la commission de recours amiable et je comprends que ce soit un stress en termes de compréhension, mais pour le coup, enfin, même si ça n'est pas suspensif, quand vous communiquez avec, l'huissier à son tour, communique avec nous et nous demande des instructions. Nous, on voit que vous avez saisi la commission de recours amiable, on voit qu'il y a des demandes, du coup, on demande à l'huissier de suspendre la procédure dans l'attente que la commission de recours amiable se positionne. Alors, je vous coupe un instant, parce qu'il y a la première commission de recours à l'amiable, je l'ai saisie avant 2 mois et demi avant de recevoir un courrier de l'huissier, et j'ai Oui. obtenu une réponse de l'IRSEC qui me disait, donc ce que je vous disais tout à l'heure, que je devais attendre une réponse sous 3 mois. Mmh. En l'absence de réponse, c'est un refus. Et à aucun moment, il n'est stipulé que ce recours n'est pas suspensif. Moi, tout ce que je peux lire dans ce courrier, dans ce Mmh. mail que je C'est que vous aurez une peux vous réponse envoyer, c'est que ou non sous 3 c'est mois. attendez 3 mois. Mmh. Et avant ces 3 mois, je reçois un courrier d'huissier avec des frais de justice Mmh. supplémentaires. Mais Moi, j'y j'avoue viens. que c'est une réflexion que je me suis faite en me disant, voilà, problème d'information. En effet, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans l'accusé de réception, par exemple, de la saisine pour du recours amiable, préciser en gras, souligner, ce n'est pas suspensif. Pour Mmh. autant pour autant que ça ne le soit vraiment pas. Enfin, est-ce que ça pourrait être suspensif? Et si c'est vraiment pas possible que ça ne le soit pas, le préciser en majuscule, gras, voilà, parce que c'est une information Mmh. importante. Ça fait partie des axes d'amélioration, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça ne peut pas être suspensif, ça c'est la réglementation. C'est pas nous qui voulons précipiter les choses, c'est vraiment, enfin, c'est le code de la sécu qui nous l'impose. Du coup, pour ce qui concerne de façon très concrète votre Excusez-moi. situation, enfin, je comprends que ce ne soit pas que ce soit pas simple, mais dans la mesure où c'est votre première cotisation, il est possible de demander la remise des majorations de retard. Du coup, ça, c'est une première chose. Et Excusez-moi, ça a coupé, vous disiez, il est possible de demander la remise des majorations de retard. C'est votre première cotisation, il n'y a pas eu d'incident de paiement préalable. Vos majorations de retard sont inférieures à un certain montant. Du coup, vous réunissez toutes les conditions statutaires qui permettent au service administratif de l'IRSEC de remettre ces majorations de retard, donc de les annuler. Une fois que la cotisation sera intégralement payée, elle pourra donc être annulée. Il faut la demander et ça sera fait automatiquement. Ça, c'est une première chose. Pour les frais d'huissier, et c'est la commission de recours amiable qui va analyser votre dossier. Et effectivement, généralement, elle est assez compréhensive quand il y a comme ça dans une procédure en cours, mais que, en gros, la bonne foi de l'auteur est avérée et qu'il y a un contexte. La commission de recours amiable, généralement, rembourse si les frais ont été payés ou prend à sa charge les frais d'huissier. Il y a Pascal Fabre, je crois, qui voulait poser une question. C'est comme vous voulez. Sinon, je termine et puis la question de Pascal arrive après. Oui, bah écoutez, Terminez, Victor, Victor, et il n'y a puis pas de ouais. souci. C'est comme vous voulez. Par rapport à... juste Donc voilà. par rapport à ce que vous venez de dire, que la commission à l'amiable est en général compréhensive, la première commission à laquelle je suis passé, dans la réponse de la commission, c'était non, on ne peut pas, il n'y a aucune rétroactivité possible, et maintenant c'est l'huissier qui prend le relais. Il n'y avait aucune Ouais. compréhensivité, ça faisait un peu, on se débarrasse de moi d'un revers de manche, et on m'envoie Non, chez l'huissier. c'est pas ça du tout, Monsieur Starsky. La commission de recours amiable, ce sont des artistes-auteurs en activité ou retraités. C'est pas de l'administration, c'est vraiment, c'est vos pairs de différentes professions, etc., etc. Ce sont 4 titulaires, 4 suppléants.
qui, en gros, se prononce sur les différentes situations qui lui sont soumises. Néanmoins, la commission de recours amiable ne fait pas ce qu'elle veut. Elle est contrainte par des textes, par les statuts du RAP. Et les statuts du RAP indiquent que toute demande d'option doit être faite avant le 30 novembre de chaque année. Du coup, même si la commission souhaiterait aller dans votre sens, et je vous garantis qu'elle adorerait aller dans votre Ce n'est sens. pas les 4%, hein, le problème, c'est que j'aurais pu m'entendre dire non, ce n'est pas possible, il faut payer. Mais là, on me répond non, ce n'est pas possible, nous envoyons votre dossier à l'huissier. Alors que dans mon courrier, je disais, je ne veux pas me défausser, je veux payer, mais je voudrais savoir Oui. ceci. Mais la C'est quand même procédure après ça que huissier, c'est faut... une procédure qui est parallèle. Parce Euh, que on vous si disait si tout je à l'heure, puis me oui. permettre, Victor, il me semble bien qu'il est possible d'avoir une rétroactivité justement pour cette option. Enfin, attendez. Pardon. Donc, Hélène est administratrice du RAP, comme moi, hein, d'ailleurs, et je crois que Hélène est dans la commission de recours amiable, justement. Elle siège dans la commission de recours amiable. Mais elle a un appel téléphonique qui l'a amené à ne plus être devant l'écran. Mais pour répondre à la Faut laisser question, Victor Galbao voilà, terminer pour peut-être répondre à la sa question présentation. Pierrick, d'Hélène, à la fin, si vous voulez, vous reviendrez sur la question. Oui, oui. Laissons Victor Galbao terminer voilà. Donc pour répondre à M. Starsky et à Hélène, enfin, effectivement, la commission de recours amiable a une tolérance pour les demandes qui arriveraient quelques mois après la date du 30 novembre. Donc, on est en 2023, vous avez jusqu'au 30 novembre 2023 pour formuler vos options. La commission admet les demandes qui seraient formulées en décembre, janvier, à la rigueur février, de façon à ce qu'il n'y ait pas cet effet de seuil, de façon à... il y a un certain degré de compréhension. Et toutes les décisions que l'on prend, notamment par la commission de recours amiable, font l'objet d'une validation par notre tutelle, qui est la direction de la sécurité sociale. Oui, oui, Et pour l'instant, c'est quelque chose que la direction de la sécurité sociale n'a pas remis en cause. Elle pourrait, puisque c'est bien après le 30 novembre, mais pour l'instant, elle n'a pas remis en cause cette tolérance de la commission. D'accord, mais justement, j'avais cru comprendre lors de la dernière commission de recours amiable qu'il y avait une rétroactivité supérieure à quelques mois, possiblement. C'est pas possible, Hélène. Mais là, je Sinon, vous crois qu'en seriez fait, hors statut. dans ce dossier-là, ce que dit la commission de recours amiable, c'est que la demande est tardive et de ce fait irrecevable. Et ce qu'elle dit toutefois, si l'adhérence était signalée auprès de l'IRSEC en l'absence de réception de ses avis d'appel de cotisation des années 2019 et 2020, il aurait été en mesure de demander l'application du taux réduit dans les délais réglementaires. Mais bon, je pense que le truc, c'est que ça concernait les appels de 2018-2019. Si ça avait été 2020-2021, ce serait peut-être passé, mais en effet, Ça concernait 2022. Si là, on est fin mars, ça commence à être tendu, mais si pour l'année 2022, vous demandez une option en janvier, vous êtes bien après le 30 novembre. Nous, service administratif, on est obligé de vous dire que vous êtes hors délai. On n'a pas le choix, c'est statutaire. En revanche, on vous indiquera les voies de recours pour saisir la commission de recours amiable. Et la commission de recours amiable, voyant qu'en gros la date c'est le 30 novembre 2022, mais que vous avez fait votre demande en janvier 2023, sera compréhensive et donnera un avis favorable à votre demande. Ils ont vraiment à cœur d'aller dans le sens des artistes auteurs. La demande qui arriverait 2 ans plus tard ne peut pas être reçue. Ça n'est pas possible. Ce serait un procès-verbal qui liste toutes les décisions prises par la commission de recours amiable, qui ferait l'objet d'une annulation par la tutelle. Qui est la direction de la sécurité sociale. Tout à fait. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose que j'entends et je n'avais pas connaissance de cette information quand j'ai fait la demande. Et la réponse m'a été donnée dans le courrier. La réponse a été claire. Moi, ce qui me pose problème, est-ce que j'ai essayé d'exprimer avant, c'est pas qu'on me dise non, c'est pas possible de revenir à 4%, c'est trop tard. C'est qu'on me réponde non, c'est pas possible. Et maintenant, c'est l'huissier qui va gérer la suite.
à aucun moment il m'a été dit non, c'est pas possible. Donc merci de payer vos cotisations. Je me suis retrouvé directement catapulté chez l'huissier avec des frais supplémentaires et sans aucune explication sur ce fait, sans que ce qu'on expliquait tout à l'heure, Ouais. il n'y avait rien de suspensif, et avec un courrier assez froid, hein, au final. Et comme on est maintenant, je pense que je suis plutôt rompu à l'exercice et je connais pas mal le sujet de l'IRSEC et je sais ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, parce que j'ai le nez dedans depuis octobre. Mais j'ai découvert ça au fur et à mesure. Et à chaque fois, comment dire, j'ai acquis des connaissances administratives, juridiques, après chaque coup que je prenais. Moi, je pense que ce que vous nous dites, Pierrick, c'est important parce que c'est la forme de la décision de la commission. Donc, on vous dit non, on vous explique pourquoi en se référant à des articles. Et à la fin, il y a un petit tableau qui dit « restant dû ». Et il y a une petite étoile qui dit que c'est l'huissier qui va chiffrer. Donc, c'est vraiment, en effet, comme si on vous fermait la porte au nez et qu'il n'y avait pas, on ne vous parle pas de, voilà, vous pouvez payer en plusieurs fois, vous pouvez contacter l'assistante sociale pour échelonner votre dette. C'est vrai qu'on se prend ce tableau dans la figure avec un petit astérix qui dit « à cette somme s'ajoutent les frais de procédure que seul l'huissier de justice est en mesure de chiffrer ». Et puis en dessous, on a ces cotisations RAP 2019 et 2020 faisant l'objet d'une procédure de recouvrement forcé. C'est auprès de l'huissier de justice que le règlement doit être effectué. Et Donc, j'ai reçu cette lettre après la lettre de l'huissier. C'est mon premier contact depuis c'est-à-dire que je ne savais pas ce qui s'était passé pendant la commission. Et mon premier contact, la réponse de la commission, arrive après la lettre de l'huissier. Donc, je suis tout de suite, je suis le bec dans l'eau et je… Ouais. Oui, oui, et puis ça arrive enfin en plus de décision. Pascal, vas-y Pascal. Je suis prise de court. Donc oui, j'avais plusieurs questions à poser dans ce dossier, mais plus largement. Je pense qu'effectivement, en termes d'information, il y a sans doute des choses qui seraient susceptibles d'être améliorées. Et dans la compréhension des auteurs, mais même des organisations professionnelles. Tout à l'heure, Victor, tu évoquais le fait que lorsque, dans le dossier que vient de présenter monsieur, que lorsque vous savez que l'auteur est en contact avec l'huissier ou que même il est revenu vers vous, finalement, vous donnez consigne à l'huissier de mettre le dossier en pause. C'est bien ça que tu as dit ou j'ai mal compris? Quand le dossier a été transmis à un huissier de justice, nous n'avons plus la main dessus. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus de dialogue, ça veut dire que c'est plus nous qui effectuons le recouvrement de la somme, ça veut dire que c'est l'huissier qui effectue le recouvrement de la somme. Néanmoins, si vous avez des questions, quelle que soit la question, si vous nous la posez directement, on dit à l'huissier d'attendre qu'on réponde, et si vous posez la question à l'huissier nous la transmet le temps qu'on réponde. D'accord. C'est Est-ce qu'on ne normal. pourrait pas, à ce moment-là, indiquer à l'auteur qu'effectivement, même si juridiquement le dossier n'est pas suspendu, en tout cas, tant que vous êtes en échange avec l'huissier, il n'y a pas de recouvrement forcé qui est repris. Ça, c'était une première question. Ensuite, moi, j'avais le sentiment que lorsque quelqu'un se manifestait pour pouvoir régler une créance, il pouvait la régler directement auprès du débiteur, enfin du créancier plutôt, et qu'il n'était pas obligé de passer par l'huissier. Bon, après, je suis pas une spécialiste, mais c'est effectivement ce que vous évoquez, monsieur. Mais c'est vrai que l'huissier ferait très peur à partir du moment où l'auteur spontanément cherche à rentrer en contact pour régler ses cotisations parce que c'est pas ce qu'il remet en cause. Finalement, il y a plus de, comment dire, il y a ce sentiment qu'évoque très bien, je trouve, ce témoignage, qui est de dire, finalement, j'ai l'huissier, j'ai ça au-dessus de ma tête quelque part, qui va me tomber dessus et je sais pas comment. J'ai pas de réponse, en tout cas pas de réponse
qui me satisfassent du point de vue du montant des cotisations appelées, de ce que je pourrais obtenir du point de vue du taux de cotisation à 4%, par exemple, ce qui était évoqué tout à l'heure. Et du coup, en fait, il y a un flou pour l'auteur qui le met en situation de stress. Voilà, donc je ne sais pas comment on peut résoudre ce point-là, mais voilà, moi, il me semblait, en tout cas, qu'un débiteur pouvait à tout moment dire bah non, je ne règle pas à l'huissier, je règle au créancier. Donc ça, c'est une question juridique quand même qui est importante. Ensuite, la question auquel me fait penser ce témoignage aussi, c'est une autre question, c'est quid lorsque finalement l'auteur est persuadé que le montant qu'on lui appelle n'est pas le bon, et ça peut arriver. À ce moment-là, finalement, la créance qu'on a exigée de lui n'est pas la bonne. Donc, il va rentrer en contact avec l'huissier qu'il ne va pas arriver à joindre la plupart du temps. Il va se retourner vers l'IRSEC, éventuellement via ses organisations professionnelles pour avoir des explications. Et là, finalement, lorsque la dette est corrigée, pourquoi c'est l'huissier qui reprend la main? Pourquoi l'auteur ne réglerait pas directement sa dette auprès de l'IRSEC? Et dernier point, vous évoquez la tolérance tout à l'heure des 4%. C'est vrai que on se rend compte que là où ça passe très mal, à la fois psychologiquement et humainement pour les auteurs, c'est quand les auteurs débarquent, c'est-à-dire n'ont pas reçu de courrier ou n'ont reçu qu'un courrier, se demandent ce qu'est l'IRSEC, peut-être qu'ils n'ont pas cherché, mais peu importe, hein. Et finalement se retrouvent dans une situation à avoir les huissiers sur le dos, on va dire, alors qu'ils ont le sentiment d'être de bonne foi, et on va leur appeler des sommes très importantes, avec un délai quand même dans le temps qui s'écoule, qui est lui aussi très important. Donc cette donnée est quand même pas négligeable à prendre en compte, surtout dans la situation où on a été, là où on vit finalement une situation post-Covid, où il y a l'effet également retard dans les appels ou les mises en demeure. Et finalement, cette tolérance dont tu parlais, Victor, tout à l'heure, donc qui ne peut pas aller au-delà du début janvier, si j'ai bien compris les choses, parce que statutairement, c'est pas possible. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas modifier les statuts, c'est-à-dire se dire que des auteurs qui n'ont jamais été en relation directe avec l'IRSEC, qui ont une relation pour la première fois avec l'IRSEC, finalement, les autoriser pour ne pas avoir des créances astronomiques vis-à-vis de l'IRSEC, à choisir rétroactivement un taux de 4%, parce que finalement, cette information-là, ils ne l'ont jamais eue en réalité. Voilà. Merci. C'est bon. Alors, du coup, il y a plein de questions dans ce que tu viens de dire. Le paiement à l'huissier, juridiquement, dès lors qu'on transmet un dossier à un huissier de justice, c'est lui qui a la main sur la créance à recouvrer. Si vous nous payez directement, nous, on transmet les sommes à l'huissier qui nous les retransmet. Ça n'a pas de sens. En pratique, c'est ça qui se passe. On informe l'huissier qu'on a été payé, il déduit, il finit le recouvrement. Du coup, la procédure, c'est vraiment, et là encore, c'est de la législation, c'est pas moi qui veux casser les pieds aux auteurs concernés. C'est en gros le code de la Sécu qui prévoit que dès lors qu'une créance est transmise à l'huissier de justice, c'est lui qui a la main dessus. Alors, excusez-moi, en plus je vais devoir y aller dans moins de 5 minutes. Dans mon cas précis, l'instruction est suspendue puisqu'il y a une deuxième commission amiable pour voir si j'ai droit rétroactivement à la part Sophia. Première question, est-ce qu'en général cette rétroaction est accordée? Est-ce que vous le savez? Alors, très rapidement sur la Sophia, et puis Pascal, je reviens à tes questions après. Comme ça, vous aurez deuxièmement, parce qu'il est lié, si cette rétroaction est accordée, comment ça se passe? Parce que si la créance et la dette est divisée par 2, est-ce que c'est à vous qu'il faudra la régler ou est-ce que c'est une nouvelle dette qui part chez l'huissier avec à nouveau les frais de justice et majoration, etc. Il y a deux questions en une. Oui, alors pour la première question,
Comment y aller dans l'ordre et rapidement. Pour Nous Sophia, savons que vous êtes auteur du livre, que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge SOFIA dès lors que vous avez été identifié comme tel par votre régime de base, donc l'URSSAF du Limousin. Ce sont eux qui, en gros, par rapport à vos sources de revenus, déterminent ou non si plus de 50% de vos revenus sont issus du livre. Ils nous communiquent cette information. Il se peut qu'ils ne nous aient pas communiqué cette information parce que vous êtes passé à travailler les mailles du filet. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vous perdez définitivement le bénéfice de cette prise en charge, qui est quand même relativement importante pour les auteurs du livre, puisqu'on parle quand même de 50% de la cotisation, que ce soit une petite cotisation ou une grosse cotisation, ça reste 50%. Du coup, dans ces cas-là, si vous savez je que peux vous avez envoyer plus sur de, cours d'instruction. voilà, vous savez que vous avez plus, que vos revenus sont majoritairement issus du livre, vous communiquez avec nous, et nous, pour l'année 2022, nous recalculons votre cotisation et si effectivement vos revenus sont majoritairement issus du livre, on renvoie un nouvel appel de cotisation rectifié et on envoie la facture complémentaire à la SOFIA pour paiement de la deuxième partie. Pour les années antérieures, dernièrement, il y a eu beaucoup d'auteurs identifiés comme auteurs du livre. Du coup, la SOFIA ne peut pas couvrir de façon indéfinie les cotisations. Ils ont un budget respecté et du coup, ils nous ont demandé, là, pendant 3 mois, de suspendre les demandes qui visaient les années antérieures à 2022. Suspendre, ça ne veut pas dire que c'est rejeté. Ça veut dire que ils avaient besoin de chiffrage, de se poser pour voir le budget qui pouvait être alloué à la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire des auteurs du livre. Et il se trouve que là, il y a 15 jours, ils nous ont donné le go pour pouvoir instruire les demandes. Du coup, là, pour être très concret par rapport à votre demande, dès lors que pour les années 2019 et 2020, je crois que c'est les 2 années-là pour lesquelles vous avez demandé une prise en charge SOFIA, la commission de recours amiable va regarder quelle est la composition de votre revenu global. Si plus de la moitié est issu du C'est le livre, cas, j'ai envoyé tous les autres. vous recevrez une réponse favorable. À ce moment-là, votre cotisation sera recalculée, on transmettra le nouveau montant à l'huissier et vous pourrez régler ce montant en une fois ou en plusieurs fois, comme vous voulez, entre les mains de l'huissier. Donc, ce sera retransmis à l'huissier directement. J'ai pas entendu, Ce excusez-moi. sera donc retransmis à l'huissier directement. Vous en serez informé, évidemment, et l'huissier en sera informé également. C'est à l'huissier que je dois demander un paiement échelonné. Et l'huissier a ordre d'accepter les paiements échelonnés. Nous, on propose des échéanciers pour les années qui ne sont donc pas transmises à un huissier de justice, puisque pour les années, on n'a plus la main. Pour les autres années, on accepte aussi des échéanciers. Mais l'huissier accepte tout à fait des échéanciers. Il peut étaler votre dette. Alors, Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, excusez-moi Victor, excuse-moi. Dans ce cas-là, donc, il se peut que la CRA accepte la prise en charge SOFIA. D'abord, je ne comprends pas pourquoi ça passe devant le CRA. Oui, j'ai bien compris. Non, mais c'est Commission de pour recours amiable. les gens qui vont D'accord. regarder après, les auteurs. D'accord. Devant la commission de recours amiable, oui, je ne comprends pas pourquoi ça passe devant la commission de recours amiable à Parce que partir M. du moment Starsky où… l'a saisi. D'accord, mais il aurait pu ne pas la saisir. C'est-à-dire que pour les autres auteurs du livre qui remplissent les conditions, est-ce qu'ils vont tous devoir passer devant la CRA? Non. Dès lors que concrètement, on a la composition du revenu et une demande de prise en charge SOFIA, qu'on a tous les éléments et maintenant que la SOFIA nous a confirmé que l'on pouvait que l'on pouvait donc calculer sur les années antérieures à 2022, ce sont les services administratifs qui vont le faire. D'accord, ok. Mais la Et position reste la même, que ce soit les services administratifs ou que ce soit la commission de recours amiable qui tranche, dès lors que plus de la majorité des revenus sont issus du livre, la réponse sera identique. C'est juste qu'il y a une version plus formalisée que l'autre. Et ma deuxième question, c'est pourquoi ça repart à l'huissier? Là, en Le l'occurrence, recouvrement a été parce que transmis à monsieur l'huissier a du encore une dette, Oui. à régler. Mais alors, c'est ça qui est incompréhensible, c'est-à-dire que là, si je comprends bien, en réalité, on nous a expliqué tout à l'heure que la procédure n'était pas suspensive, hein, la procédure devant la CRA,
Mais Mhm. en réalité, ce monsieur, en l'occurrence, j'imagine que vous ne lui conseillez pas, tant que ces différents points ne sont pas réglés, de régler l'huissier. C'est ça qui n'est pas très, très clair, en fait, hein. Là, en C'est-à-dire que, l'occurrence, on a eu l'information de la demande SOFIA. La commission de recours amiable a été saisie. Que ce soit la commission de recours amiable ou les services administratifs, c'est le recouvrement suit son cours. Là, c'est au niveau de l'huissier. Euh, comment te dire? La commission de recours amiable ne suspend pas l'huissier. L'huissier a signifié la contrainte. Du coup, ça n'a rien suspendu. Là, l'huissier attend pour le recouvrement, pour poursuivre la procédure, que l'on lui transmette le montant, soit qu'on lui confirme le montant de la cotisation, soit qu'on lui transmette le nouveau montant. La créance est en cours de recouvrement. La créance est certaine. Ce qui, pour le coup, est sujet à débat, c'est, enfin, sujet à débat, je ne sais pas si c'est la bonne expression, enfin bref, il y a une demande de confirmation du montant de la cotisation et c'est là-dessus qu'il y a une suspension, pas sur la procédure. Donc, en fait, juste avant de passer la parole à Pierre-André, il y a une procédure contentieuse avec huissier. On est toujours dans la même procédure, sauf qu'il y a Toujours. possibilité d'échelonner le paiement et puis le montant va changer suite à la décision de la commission de recours amiable. C'est ça? Exactement. Et là, pour Monsieur Starsky, dans la mesure où c'est sa première cotisation, etc., je ne reviens pas à ce que j'ai dit tout à l'heure, il pourra, une fois qu'il aura payé sa cotisation, soit échelonner, soit en une fois, demander la remise de ses frais de ses majorations de retard. Et ça, on pourra le faire de façon, enfin, on pourra le faire nous, service administratif. Le conseil d'administration nous a donné la possibilité de le faire. Et pour les frais d'huissier, il faudra qu'il demande à nouveau à la commission de recours amiable, voir si, compte tenu de sa situation, il est possible de soit les rembourser s'il les a payés, soit les annuler s'il ne les a pas payés. Donc, deux Alors, demandes est-ce que différentes. le fait… Vous Alors, est-ce faites que la le… même demande et c'est Pardon. la même qui sera traitée. La partie relative à la commission de recours amiable sera transmise à la commission de recours amiable et pour les frais, les majorations de retard, c'est nous qui le ferons directement. Alors, est-ce que Hélène, le je vous ai interrompu, fait par excusez-moi. l'artiste-auteur de régler une partie, ne serait-ce qu'une petite partie de sa dette à l'huissier, est-ce que cela permet la suspension du recours chez l'huissier? Le recouvrement est en cours de toute façon. Ouais. Là, si une partie de la dette a été payée soit à l'IRSEC puis transmise à l'huissier, soit payée directement à l'huissier, il y a toujours une partie qui n'est pas payée. Là, le monsieur Starsky est en attente d'une réponse pour la prise en charge SOFIA. Mm. Du coup, Oui, oui, le paiement d'une partie ou de la totalité n'est pas en cause et ça ne remet absolument pas en cause non plus le fait qu'on considère qu'il est de bonne foi. Là, il attend de connaître le montant définitif de sa cotisation suite aux derniers éléments qu'il nous a communiqués. Mm. C'est le seul point. Pierre-André, ton micro. Voilà. Je suis pas chez moi. J'ai envie de poser une question un peu naïve, un peu directe. Donc, c'est Pierrick, son prénom, qui est intervenu, nous raconte toute son histoire. Alors, moi, je pense que 99%, pour ne pas dire plus, des auteurs sont prêts à payer leur cotisation retraite. Si par mégarde, ils ont oublié ou ils ont mal déclaré, etc., je pense qu'ils sont prêts à régulariser. Quand il y a comme ça quelqu'un qui est dans un litige qui prend des proportions dramatiques, moi j'en ai eu aussi avec l'URSSAF, où on est en très très angoissé parce qu'on se retrouve mis en demeure, etc. Il n'y aurait pas moyen de parler à quelqu'un, c'est-à-dire d'avoir un interlocuteur, de lui dire, écoutez, je suis de bonne foi, je vous promets, je vais payer, à la limite l'écrire sur un document, je vais payer, mais je voudrais juste telle et telle démarche pour payer, mais je ne suis de bonne volonté, de bonne foi, et arrêter les procédures d'huissier dans ces cas-là, c'est-à-dire dire à l'huissier, stop, ce monsieur va régler sa situation, on la met en attente, on sait que sur le fond, il n'y a pas de problème, il y a juste un problème de couvrement qui va se faire, parce que, voilà. En fait, on manque, mais ça, je crois que c'est valable avec toutes les administrations de ce type, on manque d'interlocuteurs bienveillants qui puissent dire simplement, oui, monsieur, on a bien compris que vous étiez dans le désir de régler votre situation,
et ne vous stressez pas. Enfin, rassurez aussi les auteurs. C'est leur dire, vous inquiétez pas, on va régler ce problème. Oui, vous êtes de bonne foi, vous inquiétez pas. Voilà, je sais pas, je comprends pas. En fait, il y a toujours cette espèce de montée en puissance des recouvrements et des injonctions et des mises en demeure qui fait que quelqu'un même qui, bien évidemment, veut régler sa situation, n'y parvient pas parce que la machine s'emballe, la machine est partie et on peut pas l'arrêter. Et ça, j'avoue que ça a un côté complètement incompréhensible. Je dois y aller. Merci et au revoir. Merci beaucoup, Pierrick. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, Pierre-André, pour répondre à votre question, il y a plusieurs éléments. Tout dépend à quel moment on se situe dans la relation entre l'auteur et l'IRSEC. Si on est proche de la fin de la procédure, ce que j'appelle fin de la procédure, c'est à partir du moment où vous êtes au niveau de la mise en demeure, puis après, s'il n'y a pas eu de paiement au niveau de l'huissier, c'est une question de délai entre le moment où vous posez une question et au moment où on peut vous répondre. En plus, là, pour reprendre le cas de Monsieur Starsky, il y a eu une saisine de la commission de recours amiable, il faut que le temps qu'elle se prononce, etc. Donc, c'est vraiment des délais. Et après, c'est des procédures qui, en gros, l'une n'étant pas suspensive de l'autre, eh bien, un cheminement dans la procédure qui avance, qui avance, qui avance. Et c'est vrai que, je répète ce que j'ai dit au tout début, c'est pas forcément évident pour l'auteur de s'y retrouver. Si juridiquement tout est carré, tout est fait avec rigueur, il est vrai qu'en termes de visibilité, en termes de communication, c'est pas évident ni à expliquer ni à comprendre. Maintenant, quand vous êtes plus en amont de la procédure de recouvrement, l'IRSEC, c'est 40 personnes. Et c'est 40 personnes pour tout faire. On parle beaucoup de cotisation, mais c'est aussi une caisse de redressement complémentaire, c'est aussi tout l'aspect prestation. Du coup, cotisation, prestation, c'est de l'action sociale, c'est la gestion de vos réserves. C'est vraiment 40 personnes pour tout faire. Et c'est vrai qu'en fin d'année, entre les envois d'appels de cotisation, puisqu'on reçoit le fichier de l'URSSAF dans le meilleur des cas, octobre, entre les envois d'appels de cotisation à 50 000 auteurs et les différentes campagnes que l'on mène, pendant 4 mois, il est difficile de nous joindre et on ne répond pas en 15 jours à un mail, on répond en 2 mois, 3 mois. C'est un constat, c'est vrai. Enfin, là, je ne nie pas. Mais le reste de l'année, on reçoit physiquement sans rendez-vous et ça marche très bien. On répond au téléphone et ça marche plutôt bien. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques. Là, c'est hyper pratique et c'est pareil, c'est un service qui a un certain succès. On est parfaitement joignable, mais 4 mois sur 8, il est vrai qu'on est beaucoup moins joignable. On pourrait éventuellement dire, mais recrutez donc des gestionnaires. On a fait, bien évidemment, c'est les conseils d'administration, donc encore une fois, ce sont des artistes-auteurs qui sont élus, qui sont en activité ou retraités, nous ont dit, mais recrutez donc, mais évidemment, il faut un chiffrage. Et en gros, pour faire face au pic d'appels téléphoniques et mails qu'il y a en décembre, janvier, février, il faudrait doubler l'effectif de la caisse. Et en termes de frais de gestion, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Du coup, il faut accepter qu'on soit plus difficilement joignable pendant 3-4 mois dans l'année. On finit toujours par répondre. On finit toujours par répondre. Victor, parce que fondamentalement, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait communiquer. Ça, c'est vraiment un sujet, en fait. Parce qu'effectivement, moi, j'ai quand même lu beaucoup de témoignages de personnes qui n'arrivent pas à joindre téléphoniquement l'IRSEC. Donc, après, effectivement, ils peuvent toujours prendre un rendez-vous téléphonique et ça, je pense que ça Où est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous téléphonique, pardon? Sur le site, tu vas dans Contact et là… D'accord, donc les auteurs qui nous écoutent, si vous n'avez pas d'espace adhérent, il faut… Alors, à partir de son espace adhérent, voilà, vous avez une petite rubrique qui s'appelle « Contactez-nous », ou quel que soit le nom. Il y a une page Contact. Voilà, oui, prendre rendez-vous, voilà, c'est prendre rendez-vous. Je voudrais juste terminer ce que je voulais dire, en fait, parce que j'ai peut-être oublié un préalable, qui est que les auteurs, on défend notre caisse de retraite, c'est un acquis social, on est content que vous existiez, on ne demande qu'à, je veux dire, à la fois en tant qu'auteur et là en tant que moi,
militant syndical, on défend cette structure. Mais on note que, alors c'est pas bien sûr vous qui êtes responsable personnellement, mais on note que dans certains cas, alors c'est valable aussi par exemple pour l'URSSAF, la machine s'emballe d'une manière qui est, voilà, je pense que Pierrick, c'était l'illustration, c'est-à-dire qu'en fait, qui atteint physiquement les gens pour un problème qui pourrait être résolu de manière beaucoup plus humaine et beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, pour peu que, avec l'exception des gens qui veulent frauder, mais je pense que ces gens-là sont extrêmement minoritaires. Oui, très Il y a minoritaire. vraiment très très peu de gens qui veulent se défiler devant les cotisations. J'en suis sûr de ça. Il y a Voilà, c'est Emmanuel. tout. Emmanuel. Alors d'abord, je trouve que cet échange permet d'avoir un certain nombre d'informations très utiles, mais cet échange, il est limité à ceux qui sont présents. Après, il va être disponible et il va être utilisé. Mais je pense qu'il y a vraiment nécessité que vous alimentiez les organisations professionnelles avec des petits documents synthétiques qu'on puisse relayer sur ces procédures et ces process pour qu'on puisse faire un travail d'information auprès des auteurs, parce que clairement, il y a encore une marge de progression possible sur l'information des auteurs. Donc, je ne sais pas de quelle façon il faut le faire. L'exemple de l'échange qu'on a là, qui est provoqué par des remous importants qu'il y a eu dans les derniers mois, incontestablement, il y a un certain nombre de remontées dans les organisations professionnelles sur ce qui s'est passé, mais c'est dû aussi au fait que vous avez dû reprendre les processus de recouvrement contentieux après post-Covid, quoi. Hein, donc voilà. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont passées qui font que là, ça arrive en même temps. C'est pas la démonstration que tout est mauvais. C'est juste, c'est conjoncturel. Mais ça montre qu'il y a des améliorations possibles. Je voulais commencer par ça et après poser deux, trois petites questions sur le recouvrement. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est vraiment le sentiment que je voulais vous faire passer, que je trouve que ce n'est pas une bonne chose de ne pas mettre en œuvre l'effectivité du taux réduit à 4% dans un cas comme celui de Pierrick Starsky. Mais dans un cas comme celui, ce n'est pas pour lui personnellement, c'est dans un cas comme ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui démarre une activité, qui en plus démarre une activité au moment quasiment où la Covid arrive, avec les dysfonctionnements et le transfert du recouvrement entre l'AGESA et l'URSSAF, toutes les raisons sont présentes pour considérer qu'il y a là des règles quasi exceptionnelles qui doivent être adoptées pour permettre l'effectivité de l'application du taux réduit à 4%. Là-dessus, Emmanuel, vous avez exactement le même raisonnement. Là-dessus, vous avez exactement le même raisonnement que les membres de la commission de recours amiable. C'est exactement le même raisonnement. Ce sont des artistes-auteurs en activité ou retraités et du coup, ils adoreraient dire oui à tout le monde. C'est vraiment… Pas tout le monde. Là, on est dans une situation exceptionnelle. Mais, on est dans un cas particulier. Mais ce que je vous dis, Emmanuel, ils adoreraient dire oui à tout le monde, donc même plus large que le cas particulier, dès lors qu'un auteur a reçu son appel relativement tard, qu'il n'a pas réagi suffisamment tôt, quelle que soit la situation, les membres de la commission de recours amiable adoreraient de rendre un avis favorable pour toutes les demandes qui leur sont soumises, pour les effets de seuil, pour les primo-cotisants, pour tous. Le souci, c'est que notre tutelle, qui vérifie toutes les décisions qui sont rendues, quand les administrateurs faisaient ça il y a quelques années, la tutelle a fini par dire « vous abusez, vous devez avoir la main sur vos finances », puisque qui dit cotisation dit finance. Vous avez des statuts et ces statuts, pour le coup, doivent être respectés. Vous ne faites pas ce que vous voulez, même si vous êtes membre de la commission de recours amiable. Et les décisions ont été purement et simplement annulées. Voilà. Ce qui veut dire que les statuts peuvent être modifiés. Les statuts peuvent être modifiés, Pascal. Mais Pascal, je voudrais terminer. Donc, encore une fois, on parle de deux choses différentes. Moi, je parle d'un cas particulier, d'une situation exceptionnelle, qui est la situation de la pandémie, la situation du recouvrement transféré entre l'AGESA et l'URSSAF qui a entraîné de nombreux dysfonctionnements, des retards de transmission des fichiers à l'IRSEC. On a parfaitement entendu ce que l'IRSEC et la SOFIA disaient sur les problèmes qu'ils avaient
à obtenir les flux d'informations de la part de l'URSSAF, cette situation-là justifiait des cas particuliers et les tutelles auraient pu comprendre. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais je pense qu'il faudra peut-être qu'en interne, dans vos instances compétentes, parce que nous, on est à la marge, on est à l'extérieur, hein, quand on est SNAP ou quand on est SCAN ou quand on est SGBL, on est à l'extérieur. Ça n'empêche pas d'avoir une position parce qu'on est saisi par les auteurs. Donc, vous verrez en interne ce qu'il y a lieu de faire, mais je dis, il y a vraiment une situation qui n'est pas normale. Donc, il y a la question des… Sur le caractère alimentaire des droits d'auteur et sur la question des auteurs qui peuvent éventuellement avoir le RSA et sur la question des surcotisations, j'aimerais bien que vous puissiez nous dire un petit mot. Alors, le caractère alimentaire, c'est quand les droits d'auteur ont un caractère alimentaire, est-ce que vous pouvez donner instruction à l'huissier de saisir la totalité du compte de l'auteur alors qu'il y aurait un caractère alimentaire au droit d'auteur pour l'auteur, ou est-ce que l'huissier doit s'assurer qu'il ne saisit que les quotités saisissables? Si le compte de l'auteur est alimenté par des aides sociales, est-ce que l'huissier peut saisir des aides sociales? Et voilà, je m'arrête sur ces deux points-là. C'est très ponctuel comme question, mais ça inquiète et on sait que dans les témoignages qui ont circulé, il y avait des cas de ce genre-là qui peuvent provoquer éventuellement des réactions qu'on peut comprendre. Si vraiment il y a des auteurs qui sont dans une situation où ils ont des aides sociales et qu'il y a, à cause de la saisie de l'huissier sur mandat de l'IRSEC, la saisie de sommes sociales, est-ce que c'est juridiquement normal? Je ne sais pas. Écoutez, Emmanuel, là, je vous avoue que je ne sais pas trop ce que l'huissier peut saisir ou non sur le compte. Je ne sais pas s'il a connaissance du fait que le compte soit alimenté par des aides sociales ou pas. La connaissance de l'huissier de la composition de vos revenus, je ne sais pas vous répondre à cette question. Voilà, je préfère vous dire que je ne sais pas plutôt que vous dire des bêtises. Est-ce que c'est une question que vous pourrez creuser éventuellement? Mais bien sûr, éventuellement, enfin, je passerai un petit coup de fil à l'huissier pour voir quelle est la réglementation qui s'applique à tout ce qui est saisi. Juste pour, là, vous parlez d'aide sociale. Lorsque quelqu'un est au RSA, qu'il bénéficie d'aide sociale et qu'il a déjà cotisé chez nous par le passé, c'est dommage d'en arriver là dans la mesure où il y a une assistante sociale à l'IRSEC et il y a des commissions des affaires sociales à l'IRSEC. Et elles ont, et le périmètre que vous décrivez, un artiste-auteur qui serait aujourd'hui au RSA, qui a déjà cotisé plusieurs années auparavant à l'IRSEC, c'est clairement le profil qui peut faire l'objet d'aide par les commissions des affaires sociales. Hélène fait partie de celle du RAP, du RAP, et elle peut témoigner que c'est une commission qui est assez active. Le dossier est instruit par une assistante de service social. Cette assistante, pour le coup, étudie la demande, mais de façon globale, puisque des fois, l'auteur peut avoir des droits à des aides, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, mais des aides au logement qu'il n'a pas fait valoir. Il peut avoir un droit à retraite qu'il n'a pas demandé, etc. Du coup, enfin, elle l'accompagne de façon globale dans sa situation et de façon particulière par rapport à l'aide qu'il pourrait avoir droit auprès de la Commission des affaires sociales. Donc, un auteur qui serait arrivé au niveau de l'huissier pour une cotisation IRSEC, donc soit RAP, soit RACD, soit RACL, c'est dommage qu'il ne saisisse pas cette commission qui, en fonction de son dossier, attention, je ne dis pas que c'est une garantie que la commission va l'aider, puisque ça dépend du profil, ça dépend de la balance de ses revenus, ça dépend du degré de détresse. Mais la commission est, encore une fois, comme il est composé d'administrateurs en activité ou retraités, ils ont bien connaissance des difficultés des professions et enfin, ils instruisent ça en bon père de famille, c'est l'expression consacrée. Et enfin, je ne sais pas si Hélène, vous voulez Oui, dire tout à fait. Alors, je participe cette année justement à la commission de recours amiable et l'idée, c'est qu'on renvoie certains adhérents justement à la commission des affaires sociales, où effectivement, comme vous disiez, Victor,
la situation globale de l'adhérent est étudiée par l'assistante sociale et nous est retransmise. Donc là, il peut y avoir des aides ponctuelles assez importantes. Après, bon, ça ne sera jamais qu'une aide ponctuelle, mais parfois ça peut donner un bon coup de pouce. Alors, juste un exemple, le cas de Pierrick qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on se rappelle qu'il est père célibataire, voilà, auteur de bande dessinée, père célibataire. Donc, lui, il a fait, sauf erreur, 2 recours à la commission de recours amiable, donc pas aux affaires sociales. Oui. Est-ce que la commission de recours amiable, elle aurait pu transmettre son dossier Oui, à l'action oui. sociale? Et est-ce qu'elle l'a fait? Ah ça, je ne sais pas. Je connais pas son cas particulier, donc moi, je ne l'ai pas vu. Mais, Excusez-moi, il me semble que la commission de recours amiable ne peut intervenir en ce qui concerne l'IRSEC que pour les auteurs qui ont déjà cotisé. Donc, dans le cas d'un auteur qui reçoit pour la première fois un appel à cotisation IRSEC avec huissier, il n'est pas concerné. Enfin, il ne peut pas faire de demande à l'aide sociale, il me semble. Hein. C'est ce que je C'est disais bien ça. tout à l'heure. Il Voilà. faut qu'il ait non, j'avais cotisé. oublié ça, oui, effectivement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'il ait déjà cotisé à l'IRSEC. L'IRSEC, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une organisation professionnelle, ce n'est pas une association, c'est une caisse de retraite complémentaire. On dépend du Code de la sécurité sociale. On peut affecter une partie du budget. Les conseils d'administration peuvent affecter une partie des réserves à de l'action sociale, mais c'est sous condition. C'est et l'une des conditions qui, après on peut en parler, hein, mais qui m'a l'air assez évidente, c'est d'avoir déjà cotisé à l'IRSEC, d'être adhérent de l'IRSEC. Quelqu'un qui demanderait un secours occasionnel à une commission des affaires sociales, mais qui serait inconnu des services de l'IRSEC, il y a quelque chose qui ne serait pas logique. Qui ne serait pas logique. Oui, c'est pas possible dans ce cas-là, oui, effectivement. Voilà. C'est la commission enfin, la façon de travailler des commissions d'action sociale, des affaires sociales plutôt, répond également à des règles. C'est évident. Néanmoins, dans la mesure où vous avez cotisé au moins une année, la commission est généralement assez bienveillante et prend bien en compte la situation de l'auteur. Oui. Peut-être, juste avant de te passer la parole, Pascal, j'aurais 2 questions, Victor. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une déclaration unique qui fasse URSSAF-IRSEC? Est-ce que ça simplifierait pas les choses? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, voilà, je suis auteur, je démarre et puis 3 ans après, boum, je reçois la contrainte. Ou alors je reçois la première mise en demeure parce que bon, ça a cafouillé, on ne trouvait pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen quand même que les auteurs qui se retrouvent dans cette situation aient une copie de tout ce qui a été fait avant, enfin, et un historique? Parce que quand ça arrive chez eux, le point zéro, pour eux, c'est la contrainte d'huissier ou c'est la mise en demeure, alors que ce n'est pas le vrai point zéro. Vous avez tout sur votre espace personnel. Encore faut-il savoir qu'il existe, hein, je suis d'accord avec vous. Mais une fois que concrètement vous avez réussi à communiquer avec nous et que vous avez votre espace personnel, les documents sont disponibles dessus. Vous avez vos appels de cotisation, vous avez tout. Les mails également, les mails envoyés, parce que moi j'ai eu des auteurs qui m'ont dit que, alors j'ai Les pas accès à mails, ces espaces, hein, mais les mails qui m'ont dit individuels, je justement crois qu'il n'y pas, avait pas Pascal. d'historique. Voilà. Non, pas les C'est-à-dire que mails. lorsqu'ils envoient une demande à l'IRSEC, en fait, est-ce qu'ils ont accès à l'historique de leurs mails, de leurs Non. échanges, et Sur est-ce le qu'ils ont un portail, accusé de réception des mails qu'ils envoient? Parce que ça oui. aussi, il y a un côté, si j'envoie une bouteille à la mer et j'ai pas de réponse ou je peux Alors, même pas voir ce que j'ai envoyé. Voilà. à la première question, sur le portail, tu retrouves tous les documents officiels, appel de cotisation, relance, mise en demeure. Et autres courriers, enfin les courriers dits officiels. Pour Même, les mails, tu reçois un accusé de réception à chaque mail. d'accord, mais j'ai pas accès à mes mails, en revanche, Non, envoyés. tu l'as D'accord. toi dans ton historique personnel. Ok. Et Bessora, du coup, enfin ça c'était la deuxième question. La Oui. première question, c'était quoi? Un rapprochement avec l'URSSAF. Alors, c'est vrai qu'on collabore, mais pour l'instant, il n'y a pas de projet de rapprochement avec l'URSSAF. D'accord, donc pas de déclaration unique envisageable qui simplifierait peut-être la vie des auteurs, mais aussi de Alors, l'IRSEC, non?
Probablement. Moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que, maintenant l'URSSAF en est à sa troisième année, que, les informations qui sont transmises sont d'année en année de meilleure qualité. On voit qu'on a de moins en moins de retours, adresses de plis non distribués. Il y en a encore, mais, il y en a de moins en moins. Nous, comme je vous disais tout à l'heure, on fait beaucoup de croisements de fichiers. On a accès à des fichiers interrégimes de façon à pouvoir, trouver une adresse viable pour, l'adhérent. Du coup, on voit bien que, on arrive de plus en plus à adresser un courrier, voire plusieurs courriers à nos artistes auteurs, avant d'en arriver à l'huissier. On le voit, il y en a de moins en moins. Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Maintenant, un document unique, non, ça n'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Est-ce que vous avez des statistiques éventuellement qui peuvent être rendues publiques J'ai sur pas les chiffres sous la main, Emmanuel. de nombre de recouvrements contentieux ou non? Vous avez- Je crois que dans le rapport d'activité, il y a quelques chiffres sur le sujet. Il Il me semble. il serait peut-être pas inutile dans la communication vis-à-vis des auteurs de donner ce genre d'informations pour montrer s'il y a une augmentation ou s'il y a une baisse du nombre de recouvrements contentieux, sachant que je suppose qu'il y a eu de toutes les façons, avec la Covid, des années blanches en termes de recouvrement contentieux, je suppose, non? Non, il n'y a pas eu d'année blanche. Il y a eu, le conseil d'administration a voté, un décalage de la date limite de paiement, a mis en place, une aide forfaitaire qui permet d'aider au paiement des cotisations, mais il n'y a pas eu d'année blanche. Et si je Et peux, oui. oui? Il y a sur l'information, vous tapez sur Google rapport d'activité IRSEC et on a le rapport d'activité. Le dernier, c'est celui de 2021 parce qu'il a été édité dans le deuxième semestre 2022. Donc, Mmh. ces informations, il faut aller les chercher, quoi. Mmh. Vous tapez guide de la retraite des artistes-auteurs et vous avez là encore un document qui est aussi très complet. Donc, n'hésitez pas à aller chercher cette information directement si vous n'êtes pas adhérent d'organisations professionnelles, hein, parce qu'après tout, tous les auteurs ne sont pas obligés d'adhérer aux orgas. Vous avez accès à ces documents-là. Et ça vaut le coup d'aller les chercher. Ouais, de la formation, il y en a. Et par rapport aux chiffres, Emmanuel, j'ai pas les chiffres en tête, hein, je peux pas vous les communiquer comme ça, mais on voit bien que d'année en année, on transmet de moins en moins de dossiers à l'huissier. Ce qui est plutôt satisfaisant puisque, je le répète, je ne sais pas si j'ai déjà dit, enfin au pire je me répète, il n'est satisfaisant pour personne de transmettre un dossier pour recouvrement à l'huissier. Ça n'est pas satisfaisant pour, la caisse de retraite, ça n'est pas satisfaisant pour l'auteur qui est concerné par, une procédure de recouvrement forcé. Personne ne se réjouit de ce genre de situation. C'est pour ça que, en gros, enfin, on se met vraiment dans la situation et là je me répète, de d'écrire au moins une fois, au minimum une fois, un moment de la procédure à l'auteur qui ne nous connaîtrait pas. Et alors, bon, peut-être pour conclure sur le recouvrement, sachant qu'on fera sans doute d'autres webinaires pédagogiques à destination des auteurs, il y a eu parfois des organisations ou des auteurs qui ont évoqué la piste d'un transfert du recouvrement, c'est-à-dire que l'IRSEC ne ferait plus de recouvrement. Sauf que si on transfère le recouvrement, c'est très possible que ça échappe aux auteurs et que du coup, il n'y ait pas de webinaire tel que ceci. L'intérêt d'avoir l'IRSEC, c'est quand même s'ils sont très, très difficiles à joindre, c'est quand même de pouvoir échanger avec eux et puis avoir des informations. Je ne suis pas sûre que si ça dépassait par l'URSSAF ou quelque chose de plus gros ou de plus généraliste, on y Mmh. gagnerait, quoi. Bah, c'est vrai que là, pour le coup, enfin, vous êtes sur une structure à taille humaine. Je ne me permettrai pas de juger l'action de l'URSSAF, hein, je dirai rien sur le sujet, mais pour le coup, au niveau de l'IRSEC, vous êtes sur, une taille réellement humaine. Vous avez des gestionnaires qui vous sont dédiés, que ce soit pour la partie cotisation, que ce soit pour la partie prestation, des gens qui connaissent, leur métier, qui ont à cœur de bien faire. Et je vous dis, on est parfaitement, joignable 8 mois sur 12. 8 mois sur 12 pour le coup. Si vous voulez voir un être humain, vous venez à rue de la Victoire. Si vous voulez avoir un être humain au téléphone, vous passez un coup de fil, on répond tous les matins.
et on est joignable. On est parfaitement joignable. Il n'y a pas de centre dédié. On ne joue pas cette politique que d'autres peuvent faire où on s'amuse à compter le taux de décroché. Le taux de décroché, c'est je réponds au téléphone, je raccroche, bah, c'est bien. En termes de statistiques, je suis bien, mais le service rendu à l'auteur, quel est-il? Si c'est rien passé pendant la conversation, ni qu'il n'y a pas eu d'action après la conversation, bah, ça a servi à rien de décrocher. Du coup, on n'est pas sur cette conception des choses. On est plutôt sur un service plutôt humain et sans parler de l'action sociale. Pascal? Oui, je voulais intervenir depuis un petit moment en fait sur cet aspect du fait que l'IRSEC justement ne soit pas joignable du tout pendant cette période-là. Là, j'ai vu que sur les délais, par exemple, de prise de rendez-vous que tu évoquais tout à l'heure, Victor, on est plutôt sur plus d'un mois et demi à l'heure actuelle. Donc, ça veut dire que les auteurs qui sont avec les huissiers et l'inquiétude que ça peut générer, sauf s'ils ont la chance d'avoir une organisation professionnelle derrière eux, en fait, n'ont pas les moyens de vous contacter directement et d'avoir une réponse rapide. Comment on peut améliorer ce point? Moi, je trouve que c'est quand même ultra important. Et vous le dites en disant effectivement que vous êtes une organisation à taille humaine et je pense que les auteurs y sont sensibles, mais c'est ultra important que vous puissiez être joignable, que vous puissiez donner des réponses en direct. Voilà, donc comment ce point-là, on peut l'améliorer? Est-ce que ça ne veut pas dire que les campagnes, il faut que vous les étaliez un petit peu plus? Je pose une question, elle est peut-être idiote. Est-ce que ça veut pas dire que ponctuellement, il faut embaucher un peu plus sur une période où on sait que c'est une période un peu plus chargée? Alors le recrutement, je sais que c'est pas facile aussi, mais et je suis bien placée pour, mais néanmoins la question se pose en tout cas. Voilà, donc sur ce point-là qui me paraît quand même essentiel, c'est-à-dire que je reçois un recommandé, je reçois une mise en demeure, je comprends pas ce qu'on me réclame. D'abord, je comprends pas ce qu'on me réclame et le montant de ce qu'on me réclame. Là-dessus, je pense qu'il y a de l'amélioration peut-être à pouvoir donner. Et d'autre part, je n'arrive pas à contacter mes interlocuteurs, ceux qui peuvent me donner une réponse et qui pourront me rassurer. Alors, est-ce que ce serait pas plus judicieux, effectivement, qu'on ne puisse joindre l'IRSEC que par rendez-vous téléphonique, plutôt que si les adhérents tentent pendant des heures de joindre et qu'ils n'y arrivent pas, est-ce que ce ne serait pas possible de rendre ce système de rendez-vous obligatoire? Alors, il y a plusieurs choses. Vous allez dire que je commence toujours mes réponses par il y a plusieurs choses, mais néanmoins, il y a plusieurs choses. Pour ce qui est du téléphone, Pascal, c'est faux de dire qu'on ne répond à personne puisque clairement, on répond. On ne répond pas à tout le monde. On est donc 40. Quand on a 1500 appels en décembre par jour, effectivement, on ne répond pas à tout le monde. Je n'ai pas C'est dit que vous répondiez pas à tout le monde, ou alors je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, tous les auteurs qu'on a, et c'est systématique, nous disent « nous n'arrivons pas à les joindre ». Mais ce que j'entends, et là je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, l'une des solutions que nous avons envisagées, c'est clairement d'embaucher plus de monde, hormis les difficultés à embaucher des personnes. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu es RH de la SCAM, tu vois bien les difficultés qu'il peut y avoir. C'est aussi que, en gros, il faudrait embaucher tellement de monde que, en gros, on arriverait à doubler l'effectif de la caisse. En termes de frais de gestion, c'est difficile à concevoir, surtout que 8 mois sur 12, on répond quasiment on est sur des chiffres qui sont très, 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 très corrects. Est-ce que dans ce cas-là, il ne Voilà. faut pas étaler Le ponctuel, tu suggérais tout à l'heure, on est sur une législation qui n'est pas simple. Du coup, il y a beaucoup de formations et du coup, embaucher des personnes pour 4 mois,
Ça n'est pas viable et mettre des personnes au téléphone ou à répondre par écrit qui n'auraient pas une connaissance globale du sujet, on s'exposerait à un risque de mauvaise réponse, ce qui n'est pas satisfaisant. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut faire du clic, on peut faire de compter le décroché. C'est pas la politique de la maison. La politique de la maison, c'est de donner une information fiable, correcte, et que quand vous avez téléphoné ou ou envoyé un mail, qu'il y ait une réponse et que cette réponse ne soit pas à côté de la plaque. Si je prends un intérimaire, on pourrait le faire, que vous lui expliquez rapidement comment fonctionne le RAP, il y a forcément des questions, il va pas avoir une réponse précise, il ne va pas appréhender le dossier dans sa globalité. Et du coup, il faut que la personne que vous ayez au téléphone connaisse bien les règles du régime, de façon à pouvoir répondre de façon efficace et outre la réponse de façon efficace, pouvoir traiter le dossier dans la suite de l'appel, puisque c'est pas juste décrocher, raccrocher, c'est traiter le dossier ensuite de façon à faire avancer la procédure. Voilà. Ça, c'est par rapport au recrutement. Maintenant, nous, ce qu'on fait, ce qui marche assez bien et ce que tu as dit tout à l'heure, Pascal, c'est ce qu'Emmanuel a suggéré aussi, c'est que, on travaille aussi avec les organisations professionnelles. On sait que l'auteur, aura plus le réflexe d'appeler son organisation professionnelle quand il fait partie d'une organisation professionnelle, évidemment. Mais il aura plus le réflexe d'appeler son organisation professionnelle pour demander qui est l'IRSEC, qu'est-ce qu'ils me veulent, qu'est-ce que c'est le RAP, qu'est-ce que c'est le RACL, enfin bref. Généralement, pas généralement non, enfin, vous transmettez un premier niveau d'information et vous êtes en ça des relais assez précieux en la matière. Et du coup, quand l'auteur revient vers nous, il sait déjà que, en gros, enfin, c'est une cotisation obligatoire. Pourquoi est-ce qu'elle est obligatoire? Et déjà, rien que ce niveau d'information, c'est déjà absolument énorme. Oui, on peut Voilà. aussi, on peut aussi préciser s'il y a des journalistes qui nous écoutent. Les journalistes croient parfois qu'ils ne sont pas soumis à la cotisation IRSEC parce que c'est ce que leur dit leur syndicat. Mais en fait, dès lors qu'on touche des droits d'auteur et qu'on dépasse le seuil d'affiliation, qu'on soit journaliste ou autre chose, on est redevable. Peut-être, Eh oui. Emmanuel, je te laisse et après, on passe à l'autre Oui, sujet avant de conclure. je vais malheureusement, si vous prolongez, être obligé de vous quitter parce que j'ai une autre réunion dans 5 minutes, mais je voulais revenir sur cette question d'information qui vient d'être réabordée par Victor Galvao. Est-ce que vous arrivez, alors à défaut d'une déclaration unique qui fasse le social de base et le complémentaire pour les artistes-auteurs, est-ce qu'au moins, on ne pourrait pas envisager qu'il y ait une meilleure information de fait par l'URSSAF au moment où l'auteur fait sa déclaration de revenus de l'URSSAF? On y travaille, Emmanuel, on y travaille. Pourquoi est-ce que nulle part, il n'est dit aux auteurs, si par exemple ils ont des sommes supérieures au seuil d'affiliation, pourquoi il n'y a pas une fenêtre qui s'ouvre en disant êtes-vous affilié à l'IRSEC? Si vous n'êtes pas affilié à l'IRSEC, compte tenu du montant de la somme que vous avez déclarée, vous devez vous affilier à l'IRSEC parce que vous avez. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le dire, parce qu'une fenêtre avec 3 km de texte, ça ne fait pas. Mais avez-vous pensé à l'IRSEC ou êtes-vous affilié à l'IRSEC? Par ailleurs, alors, donc ça, c'est sur ceux qui dépasseraient le seuil d'affiliation. Pourquoi pas une fenêtre qui s'ouvre quand la déclaration URSSAF montre qu'ils sont au-dessus du seuil et qu'ils devraient être à l'IRSEC. D'autre part, quand les auteurs surcotisent à l'URSSAF, sauf erreur, la conséquence, c'est qu'ils vont être appelés en cotisation à l'IRSEC puisqu'ils vont être au-dessus. Non. On Alors, appelle que sur l'assiette sociale réelle. Après, l'auteur qui voudrait que l'on prenne en compte la surcotisation, il le demande et effectivement, lui permettra de cotiser. Alors, je vais devoir creuser parce que j'ai des auteurs qui m'ont dit qu'ils avaient été appelés en cotisation IRSEC alors qu'ils étaient en dessous du seuil d'affiliation, mais en fait, ils me disaient qu'ils avaient surcotisé à l'URSSAF. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des bugs dans les transmissions URSSAF? Il peut y avoir des trous dans la raquette, bien sûr, c'est toujours possible. Vous savez, Emmanuel, il n'y a que les gens qui font rien qui ne se trompent pas. Si l'auteur... je le sais bien. Enfin, il y a deux situations. On a les deux situations et dans les deux sens. Il y a l'auteur qui veut cotiser à l'IRSEC et l'auteur qui ne veut pas cotiser à l'IRSEC. L'auteur qui veut cotiser à l'IRSEC, qui a surcotisé au régime de base, eh bien, si on lui appelle une cotisation, on ne va pas s'en plaindre.
ça va aller dans son sens. Je précise L'auteur qui juste ne qu'on veut parle des auteurs qui sont en dessous du seuil oui. de 9 500 cette année, hein. Exactement. Et de toute façon, il y a aussi le dispositif de cotisation volontaire qui vous permet, si vous n'avez pas atteint le seuil pendant 1, 2, 3 années, qui vous permet de cotiser volontairement au RAP. Voilà, c'est de façon très synthétique ce que je pouvais vous répondre. Après, normalement, quelqu'un qui n'atteint pas le seuil d'affiliation à l'URSSAF, nous ne l'appelons pas. Le fait qu'il est surcotisé, c'est une autre problématique. OK. Bon, alors, l'heure tourne, du coup, on va clore le sujet recouvrement là pour aujourd'hui. On aura peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'on va essayer de multiplier ces rendez-vous justement pour informer les auteurs. On avait prévu de parler de l'aide pandémie, mais bon, en 3 minutes, ça va être un peu compliqué. Donc, je vous propose aussi qu'on reporte le sujet à notre prochain rendez-vous. Donc, on va peut-être conclure sur la pétition. Il y a une pétition qui a été initiée par la Ligue des auteurs professionnels là, il y a quelques jours. Je vous la mets en partage de l'écran. Donc, on a invité la Ligue à assister à ce rendez-vous, mais malheureusement, bon, elle a décliné. Donc, voilà, il s'agit d'une pétition qui interroge les questions qu'on a évoquées aujourd'hui, auxquelles j'espère qu'on a apporté des réponses et puis des voies de résolution. Il y a un point, par contre, alors, il est question de publicité autour de la rentabilité des fonds IRSEC, allant jusqu'à 11% de rendement par an, là où la majorité des fonds similaires sont autour de 7%. J'avoue que je n'ai pas très bien compris ce point-là. Je ne sais pas, Victor, est-ce qu'il y a eu une confusion? On aurait bien aimé qu'il soit là pour nous éclairer, mais on a l'impression que vous faites de la publicité mensongère. Écoutez, là, je sais pas trop quoi vous dire. Bon, déjà, j'ai pas spécialement ni l'envie ni, le rôle de commenter, la pétition de la Ligue. Là, c'est plutôt enfin, au conseil d'administration de commenter ce genre de choses. Moi, de façon très technique et factuelle, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, quand je lis ça, j'ai l'impression de voir une publicité, mensongère, comme si on affichait un taux de rendement qui était faux. Le taux de rendement, c'est la valeur de service divisée par la valeur d'achat. Vous prenez, les valeurs, vous les divisez, vous avez le taux de rendement. Du coup, c'est mathématique. Au RAP, le taux de rendement est, cette année de 10,9%. Il était jusqu'à l'année dernière de 11% et c'est vrai que c'est un taux de rendement qui est plutôt, intéressant et supérieur à beaucoup de régimes. De façon très synthétique et très rapide, le taux de rendement, c'est, le temps qu'il vous faudra une fois à la retraite pour récupérer l'intégralité de vos cotisations. C'est ça. En fait, il ne faudrait pas que les auteurs, en lisant cette pétition, pensent que l'IRSEC, c'est une espèce de banque qui vous fait un faux affichage et puis qui se fait de l'argent sur votre dos ou alors qui vous promet de l'argent que vous n'aurez jamais. C'est des calculs actuaires que font toutes les caisses de Exactement. retraite. Et du fait de la jeunesse de notre régime et de la structure de notre population, Mmh. on a en effet un taux de rendement qui se calcule, comme l'a dit Victor, de 11%. Et il est appelé à baisser avec les années pour se rapprocher des autres caisses de retraite. Mais il n'y a absolument rien d'anormal là-dedans. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Voilà. Oui, et puis moi, j'ai pas eu l'impression que l'IRSEC faisait de la pub à ce propos. Enfin, vraiment, on n'est pas Mmh. un établissement financier. Après, on va pas le cacher non plus. Enfin, effectivement, il y a un bon taux de rendement, donc pourquoi ne pas le dire? Mmh. Ce Voilà. serait stupide. Mais Bah, de là à en faire de la pub, non, non. Et puis, comme tu disais, de toute façon, on va voter, on a commencé à voter la baisse pour que le système perdure. voilà. Voilà. Mais Oui, c'est ça. la baisse sera certainement très progressive dans le temps et qui dit publicité dit quelque chose à vendre. On n'a absolument rien à vendre. Nous n'avons D'accord, ouais. absolument Sachant rien que à vendre. On l'objectif, parle bien d'une cotisation obligatoire. Du coup, enfin, cet argument, j'avoue que, de façon technique, je ne le comprends pas. Politiquement, bon, bah, je vous laisse répondre. Techniquement, enfin, je vois pas. Vraiment, je vois pas. oui, politiquement, on peut annoncer qu'il y a des élections à la fin de l'année. Et Voilà.
que ces élections expliquent peut-être un certain nombre l'ébullition que vous voyez en ce moment sur les réseaux sociaux. Exactement. En tout cas, si vous voulez des informations, essayez de vous rapprocher de l'IRSEC, soit par votre espace adhérent contact, ou en essayant de les contacter de préférence à la période de l'année où ils sont disponibles, c'est-à-dire en dehors de la période de recouvrement. Si vous n'arrivez pas à les joindre, allez chercher de l'info auprès des organisations professionnelles. Elles devraient toutes pouvoir vous en donner et il y a beaucoup d'organisations professionnelles, donc n'hésitez pas à les contacter. Vous pouvez aussi faire une recherche directement sur Google, encore une fois en tapant « rapport d'activité IRSEC » ou alors « guide de la retraite des artistes-auteurs ». C'est des documents assez complets qui vont vous apporter de l'info. Nous, on va remercier en tout cas très chaleureusement Victor Galvao et puis l'IRSEC d'avoir bien voulu répondre à nos questions parce que c'était quand même un petit peu sec. Mais bon, c'est comme ça qu'on espère faire avancer les choses. On a pris bonne note des pistes qu'il faudrait essayer de creuser, d'explorer, jusqu'à, pourquoi pas, envisager une modification des statuts. Mais ça relève en effet, je crois, des conseils d'administration de l'IRSEC. Et puis voilà, quoi. Donc merci encore à vous tous et puis on fera un nouveau numéro peut-être plus pédagogique sur des sujets un peu plus pratiques. Là, c'était vraiment l'actualité chaude en ce moment. Voilà, Avec plaisir, merci Bessora. beaucoup. Merci à vous, merci pour Au l'invitation. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.